est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi soir. Ça bouillonne à Ebolova. Le préfet de la Villa a dû éteindre le feu de la colère des employés de la communauté urbaine suite à la saisine des comptes de leur employeur par la CNPS. Le torchon brûle depuis que l'instance est passée à la méthode forte pour récupérer les millions de francs CFA que lui doit à la communauté urbaine d'Ebolova. Yaoundé sous les eaux, les fortes pluies s'enchaînent et causent de plus en plus de dégâts sur leur passage. Ce vendredi, les populations se sont réveillées noyées dans le cauchemar des inondations. Mais comment s'en défaire à l'approche de plus fortes pluies ? Et la saison de pluie rime avec une alimentation particulière au petit déjeuner comme au goûter. S'invitent les safous, commercialisés dans les artères des villes, des coins de rue aux étals des marchés. Le 19h50 vous conduit dans leur espace de ravitaillement pour les commerçants dans le département du Mungo. Tous et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. Démarrons ce journal en nous rendant tout de suite dans le sud du pays, à Ebolova, avec notre correspondant Ambroise Foguet qui nous dit que les relations restent tendues entre la Caisse nationale de prévoyance sociale en recouvrement forcé d'impayés de cotisations et la communauté urbaine d'Ebolova qui lui doit un passif de plus de 200 millions de francs CFA. L'arbitrage du préfet de la Villa pour le moment a mis fin au blocus entamé ce matin par les agents de la mairie ayant appris que la disette s'annonce pour eux avec la saisine des comptes de la CNPS. Un camion de la communauté urbaine obstruant l'entrée principale de l'agence CNPS à Ebolova. Des employés de la mairie de la ville ci et là apostant des mines mornes. Le moins qu'on puisse en déduire, les relations sont tendues entre les deux structures publiques. La pomme de la discorde. Ce matin, alors que le receveur municipal allait faire un tour dans l'ultime compte qui restait à la disposition de la communauté urbaine, parce que je dois rappeler que c'est depuis mars que tous les comptes, enfin l'essentiel des comptes de la communauté urbaine sont scellés par la dite CNPS. Le dernier, qui permettait quand même jusque-là de pouvoir mettre du carburant dans les engins, le fonctionnement fut-il minimal, a été également non seulement scellé ce matin, mais vidé complètement. À l'heure où je vous parle, tous les comptes de la communauté urbaine sont vidés. Et donc, la communauté urbaine ne peut pas fonctionner à partir de ce 1er juillet. C'est un secret de polichinelle ici. La mairie de la ville, toujours sous contrat de bail, en plus de nombreuses perspectives engagées dans la cité, doit payer les loyers et autres. Mais comment? Nous avons à peu près 200 familles à nourrir ici. Les salaires ne pourront donc pas passer. Voilà qui a suffi pour pousser son personnel au rififi de ce jour. Nous sommes même dépassés. On va vivre comment? La situation remonte de la commune en plein exercice à la commune à régime spécial en passant par la communauté urbaine. Il est réclamé à la mairie de la ville, gestionnaire actuel, dont les comptes sont bloqués depuis mars 2022, plus de 200 millions de francs CFA d'impayés de cotisations sociales des employés sur une vingtaine d'années. Un huis clos sous l'arbitrage du préfet de l'Anvilla a mis fin au mouvement d'humeur des agents municipaux. Sur ce qui a bien pu se dire à cette réunion de crise, rien n'a filtré face à la presse. Mais off the record, l'on a appris du chef d'agence CNPS que tout va bien. Puisqu'a-t-il dit, chacun sait ce qu'il a à faire. Affaire à suivre. Une autre affaire à suivre de très près, celle des inondations dans la ville de Yaoundé. Hier jeudi, c'est la poste centrale au lieu dit avenue Kennedy qui a subi le diktat des eaux après une forte pluie déclenchée en début d'après-midi. Le phénomène est récurrent dans la zone lorsque surviennent des pluies diluviennes. Quelles peuvent être les causes de ces inondations? Daniel Anissé-Boudi et Constant Kamga sont allés sur le terrain ce matin. Avenue Kennedy ce matin de vendredi, on profite du beau temps avant un éventuel retour de la pluie. La pluie, à l'origine de sévères inondations la veille ici, comme le témoignent ces images amateurs. Un après-midi très agité pour beaucoup de vendeurs comme Sylvain. Hier, c'était la magie ici. Moi, je suis descendu, notre laboratoire juste en face là.
L'eau est entrée jusqu'au laboratoire, ça a mouillé. Toutes nos machines sont trempées, les rallonges. J'ai même failli être électrocuté hier. En rentrant, j'étais déshabillé. Je me suis obligé de me déshabiller. Je suis rentré en short chez moi, jusqu'à chez moi. Ça a été toujours comme ça. C'est pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, que ça les étonne. Mais depuis là, ça a été toujours comme ça. Le problème part d'ici d'après les riverains. L'accumulation des déchets à l'entrée de ce caniveau ne facilite pas l'évacuation des eaux des pluies. Les causes de ces inondations sont à chercher aussi dans le phénomène de changement climatique, marqué par une très forte pluviométrie. Les caniveaux étant sous-dimensionnés, les eaux débordent. En quelques courtes durées, on reçoit de grandes quantités de pluie. Alors, ces pluies doivent être en principe, si le ruissellement, si les infrastructures étaient bien dimensionnées, ces eaux allaient simplement partir. Mais ça, c'est la deuxième fois en moins de 3 semaines qu'on vit ce genre de situation et ça va continuer. Pas exclu donc des inondations plus dévastatrices suivies dans les prochains jours à Yaoundé et même ailleurs. Ici, au lieu du avenue Kennedy, le phénomène se répète chaque année. Les eaux ne surprennent plus. Et juste à côté du problème des inondations et de leurs dégâts, un autre sujet qui préoccupe les populations, le phénomène de vie chère qui s'invite à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, les ministres du Commerce et de l'Agriculture appelaient à s'expliquer sur le sujet ce vendredi. C'était au cours d'une séance plénière consacrée aux questions orales, une occasion qui a permis à la représentation nationale de mieux cerner les contours de cette crise alimentaire. Voyons cela avec Delphine Fonkoutene et Sergent Linziepou. Manger à satiété au Cameroun, une équation difficile à résoudre depuis un moment. Rien ne baigne plus dans l'huile, même dans l'assiette des députés. Qu'est-ce qui expliquait cette augmentation de prix d'huile et du savon durant cette période? Et après la canne, monsieur le ministre, pourquoi ces deux denrées tardent à retrouver leurs prix initiaux? Notre pays se trouve donc confronté aujourd'hui en matière d'huile de palme à ce que l'on pourrait appeler la double peine, à savoir d'abord pouvoir trouver le produit sur le marché international, ce qui n'est guère évident. Ensuite, être en mesure de payer ce prix, avoir les devises, les transférer aux fournisseurs et pouvoir transformer, raffiner le produit et le mettre en vente. La baguette de pain aussi a pris du prix, perdant parfois de sa mie et de son poids. Ça préoccupe également la représentation nationale. Quelles mesures concrètes envisagez-vous prendre afin d'empêcher aux boulangeries de surfacturer la baguette de pain? Simplement, nos équipes, la brigade nationale et ses démembrements territoriaux sont déployés sur le terrain pour éviter que le prix de la baguette augmente au-delà de 150 francs, prix consommateur final, et surtout que le poids reste celui de 200 grammes. Solution trouvée avec la farine locale. Le Kumba Bread a de la côte. Le pain à base de farine de plantain aussi à Guiche. Seulement, difficile de produire en quantité. La crise en Ukraine impacte l'importation au Cameroun des intrants agricoles. Cette année, les agriculteurs n'ont pas pu s'offrir un sac d'engrais. C'était vraiment cher. Le gouvernement a mis en place 2 programmes. Le premier axe consistait à soutenir le prix des engrais et nous l'avons évalué pour la première année à environ 18 milliards. Le gouvernement contribue à 30% et le bénéficiaire contribue à 70%. Et ce soutien devait couvrir les 58 départements. Le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce répondaient ainsi aux questions orales des députés. C'était ce 1er juillet, au cours d'une plénière spéciale présidée par Kavayegué Dibril, le président de l'Assemblée nationale. Également au cours de cette plénière, le ministre des Enseignements secondaires a été interrogé sur les APE et les frais d'examen. Son collègue de la santé publique appelait à faire le point sur la situation de l'épidémie de choléra au Cameroun. Le ministre de la décentralisation et du développement local était pour sa part à Douala, où il a fait une descente ce vendredi sur le site qui va abriter le marché moderne annoncé en construction. Les précisions, c'est avec Alain Ghislain Kanga et Thierry Nana.
C'est dans cet espace du quartier Logbessou que le marché moderne de Douala sortira de terre. Dans le cadre d'une réunion interministérielle de suivi, le ministre de la décentralisation et du développement local s'est rendu sur le site ce vendredi pour pousser davantage la réflexion sur la forme de cette infrastructure. Il s'agit de construire une infrastructure extrêmement importante qui a une dimension sous-régionale et pour laquelle on veut s'assurer qu'elle est rentable, elle plaît aux populations et elle attire les investisseurs. Nous avons maintenant une information détaillée sur le volume, à peu près une soixantaine d'hectares. Nous avons une idée précise des infrastructures qu'il faut construire. Elle sera composée, entre autres, d'une voie d'accès, un marché de gros, un marché de bétail, un centre d'affaires, des infrastructures hôtelières et récréatives. Les travaux avancent bien. L'idée au final, c'est que d'ici la fin de l'année, on ait pu procéder à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Cette infrastructure financée par le FECOM sera construite par le génie militaire qui s'installe déjà sur le site pour le démarrage des travaux annoncés pour le mois d'octobre prochain. Et dans les marchés, justement, il existe de nombreuses activités. Intéressons-nous à présent à un petit métier qui est fréquent, plus précisément celui de caddie ou porteur dans le jargon local. Âgés de 10 à 35 ans, ces jeunes gens ont fait de cette activité un métier. Cependant, loin du gain quotidien qui aide à subvenir aux besoins scolaires et même de la famille, de nombreuses difficultés sont rencontrées par ces jeunes travailleurs. Maria Mazou, Samuel et Bakissé ont rencontré des porteurs au marché d'Etoudi. Cela fait 7 ans aujourd'hui que Dani exerce le métier de porteur ici au marché d'Etoudi. Ses heures de travail varient entre 5h à 19h et 5h à 20h30. Tout dépend de sa clientèle. Quant à son revenu, il n'est pas toujours stable. Par jour, maintenant par jour, il gagne 4 000, 5 000. Avant, il gagnait d'abord plus de 15 000. Mais malgré cela, ce jeune homme de 23 ans parvient quand même à joindre les deux bouts. Je rends grâce quand même au Seigneur. Je mange quand même et bois et fais du tout avec l'argent de la boîte. Comme lui, Jacques, 33 ans et père de 4 enfants, jongle au quotidien pour nourrir sa petite famille. Il y a les 4-5 000 par jour. Mais le jour que tu n'as rien, 1000 francs, 2000, tu supportes aussi. À côté d'eux, nous avons les jeunes vacanciers qui sont là pour se faire un peu d'argent. Une façon pour eux d'aider leurs parents avec l'achat des fournitures scolaires. Moi, je suis ici là parce que je cherche l'argent pour créer une pension avec. Le novice de 15 ans a encore du mal à comprendre les rouages de ces secteurs d'activité. Il y a des fois, tu portes la mer. En arrivant en rue, ils sont 50 bouteilles de nez. Quand tu lui dis que la mer, tu me donnes 50, pourquoi? Mais ici là, tu portes ici là pour là-bas pour 100 francs. Il y a l'argent, mon fils. Face à une telle situation, Jacques a sa méthode propre à lui. Mais si on refuse de me payer, même âgé comme moi, on est obligé de tomber au sol. Là, c'est la vérité. Ce père de famille dit avoir compris que la manne ne viendra jamais du ciel. Le soir tombé, après une journée de dur labeur, il s'en ira heureux d'avoir bouclé une autre journée dans son Etoudi natal. Des jeunes hommes qui sont par la force de leurs mains des petites entreprises. Tenez justement, l'annuaire statistique 2021 des PME et de l'économie sociale et son rapport d'analyse sont disponibles depuis ce 30 juin. Sur la base de données de terrain, le document y relève un léger frémissement dans la période post-Covid marquée par une croissance numérique des PME. Janice Kamga et Serge-Alain Ziebou nous en disent plus. La démographie que révèle l'annuaire statistique 2021 des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat montre une croissance par rapport à la cible du secteur ministériel éponyme. Le stock d'entreprises est estimé à 324 899 unités, dont 324 224 PME. Dans le même registre des créations, on dénombre 2052 organisations de l'économie sociale enregistrées et orientées principalement dans l'agriculture et l'élevage. À cela, il faut ajouter l'équivalent de 649 grandes entreprises et 6132 unités de production artisanale. Seulement, selon le document,
Environ 80% de ces PME sont des entreprises individuelles exerçant dans le secteur tertiaire, ce qui ne traduit pas la poussée souhaitée par Achille Basilekin III. Mobiliser des acteurs afin que la prépondérance que l'on observe du secteur tertiaire, marquée par des activités de proximité, marquée par des activités marchandes, et bien qu'on puisse de plus en plus aller vers des activités de transformation industrielle et surtout une production du secteur primaire à même de fournir la matière première pour accompagner cette transformation industrielle. Il apparaît donc urgent pour lui d'accompagner les porteurs de projets dans le développement des industries et des services, dans la mise en place des infrastructures productives et surtout accroître la production agricole. 3 secteurs clés sont visés pour servir de catalyseur: l'agroalimentaire, l'artisanat et la transformation du bois. Parlons à présent des produits et services de ces PME inspirés de l'Afrique qui sont à l'honneur à Douala depuis ce matin. Il est question à travers la 2e édition de ce salon de valoriser l'innovation des talents africains et de trouver les financements pour faciliter leur positionnement à l'échelle mondiale. Lil Piedjou et Henri Chinda pour le compte rendu. Des produits agroalimentaires, cosmétiques, sanitaires, mode et autres équipements fabriqués localement en vitrine au salon. Des produits et services inspirés de l'Afrique et d'outre-mer depuis ce vendredi matin à Douala. L'occasion m'est présentée par rapport à ce salon de pouvoir faire vanter les produits africains, surtout camerounais. Et vu aussi nos chances que nous avons eues à la dernière minute pour pouvoir assister à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et donc j'ai bien passé, créer certains motifs qui vont encore plus influencer nos supporters. On tire des produits du Cameroun, de sa richesse, qu'on valorise pour le bien-être et pour la santé des Camerounais d'abord et puis du monde entier. Cette industrie basée sur les matières premières locales attire de plus en plus de nombreux consommateurs amoureux des produits bio et permet également de valoriser l'excellence et l'innovation des talents africains sur le continent africain. Il ne reste plus qu'à mettre sur pied des mesures d'accompagnement pour que ces entreprises se mettent à jour sur le plan international. C'est vraiment une mission d'accompagnement. Accompagner toutes les entreprises qui ont besoin de nous pour rehausser leurs standards commerciaux, que ce soit à l'international, que ce soit dans la gestion d'entreprise, que ce soit dans les démarches pour le financement. Nous sommes là, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens-là. Mais vraiment, on appelle ici, je vais profiter des médias qui sont là pour faire appel à tous les annonceurs, tous les financeurs, tous les investisseurs, les bailleurs de fonds de nous suivre dans cette aventure. Cette aventure qui va durer 2 jours, va continuer dans un réseau fiable et sécurisé, créé entre différents intervenants afin de pérenniser les échanges et faciliter leur implantation territoriale. La 3e édition est annoncée pour l'année prochaine au Maroc. Plusieurs personnels promus à des grades supérieurs dans les rangs des forces de défense. C'est à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de prise d'armes du 1er juillet. La remise des épaulettes était présidée ce vendredi à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo. Daniel Anissé Boudier et Serge Alain Ziebou pour plus de précisions. Tradition respectée ce 1er juillet 2022 à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Une centaine d'officiers d'actifs des forces de défense, promus au grade supérieur par décret présidentiel du 20 juin dernier, reçoivent les insignes de grade au cours de la cérémonie de prise d'armes que préside le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Remettez les épaulettes. Des épaulettes également pour les militaires du rang des armées, promus au grade supérieur. Une cérémonie couplée à la remise de médailles au personnel des forces de défense au titre du 20 mai 2022. Ils sont issus des rangs de la gendarmerie, les armées de terre et de l'air, la marine nationale ou encore la garde présidentielle, à être élevés en dignité. Du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons cette année de l'ordre national de la valeur. Dans les tribunes, une bonne brochette de membres du gouvernement et du haut commandement militaire. Un jour de fête pour les promus, ovationné par les familles et amis venus nombreux ici. Et comme toute cérémonie de prise d'armes, le défilé militaire tient clôturé en beauté.
festivités. Pour la cérémonie du 1er juillet cette année à la 2e région militaire interarmée de la ville de Douala, les femmes étaient à l'honneur. C'est ce que nous disent Junior Rossin et Stéphane Binac dans ce reportage. Elles sont plus d'une dizaine à être décorées et élevées au grade supérieur ce 1er juillet 2022 au camp de la valeur de la 2e région militaire interarmée de Douala. Je remercie le chef de l'État vraiment d'avoir fait cette confiance pour me faire grandir dans cette merveilleuse boîte qui est notre armée. Je suis la médaille de la force publique qui signifie 10 ans de service sur le drapeau. C'est un honneur et une fierté pour moi parce qu'après, tout au long de cette année, la hiérarchie a su me récompenser. Cette cérémonie de remise des épaulettes, galons et décorations fait de la femme un bras séculier de l'armée camerounaise. Fierté de la femme au sein des forces de défense, c'est qu'elle peut prouver au quotidien. Cela remonte à plusieurs années déjà que je pratiquais le taekwondo, sur le plan militaire comme sur le plan civil. Donc je suis reconnaissante pour cela. La célébration présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadibois, donne comme statistique 4 ordres nationaux de la valeur, 10 ordres nationaux du mérite camerounais, 61 grands commandeurs, 3 ordres nationaux du mérite sportif, 100 mérites nationaux de la force publique et l'on enregistre 46 officiers, 80 sous-officiers et 100 militaires du rang. Un tour chez les soldats de la santé, vaccination contre la poliomyélite, 600 000 enfants attendus dans la région du littoral pour le second tour de la campagne de vaccination lancée ce 1er juillet au petit marché Odi de Bonewunda. Cette campagne se veut un succès. Mireille Flore des Fofotso et Marius Kossou. Une dizaine d'enfants ont reçu ce 1er juillet à Douala leur dose de vaccin contre la poliomyélite, ceci pour le compte du second tour de la campagne de vaccination couplée au dénombrement des enfants de moins de 3 ans sans acte de naissance. L'objectif de cette campagne, c'est de vacciner les enfants âgés de 0,59 mois, donc les enfants de moins de 5 ans. C'est aussi l'occasion pour recenser tous les enfants de moins de 3 mois qui n'ont pas de date de naissance. Et nous pensons aussi qu'au cours de cette campagne, on doit rappeler aux mamans, pour tous les enfants qui n'ont pas achevé leur calendrier vaccinal de routine, c'est l'occasion pour que ces enfants puissent être rattrapés. Occasion pour la représentante du gouverneur de présenter la maladie. La poliomyélite est une maladie très contagieuse causée par le polio de veau sauvage qui est transmise par la consommation d'eau ou d'aliments sous l'eau. Cette maladie attaque surtout les membres inférieurs, les affaiblis et les paralyses pour le reste de la vie. Le moyen le plus efficace pour y faire face reste à ce jour la vaccination préventive de nos enfants. Cette vaccination vise à stopper la circulation du poliovirus sauvage sur l'ensemble du territoire national. Les parents sont appelés à se rendre dans les points de vaccination pour certains et être réceptifs face aux agents vaccinateurs qui sillonneront les ménages pour d'autres. De faire comme cette maman qui nous a réservé un très bon accueil, qui a accepté que ses enfants soient vaccinés et qui a compris que le vaccin est d'abord dans l'intérêt de l'enfant et que ce n'est pas pour lui faire du mal. Donc je demande aux familles d'ouvrir largement leurs portes aux équipes de vaccination qui seront identifiables à travers des chasubles à l'instar de celles que je porte. Précisons que ce second tour s'achève le 3 juillet prochain. C'est en santé qu'ils ont pris le chemin pour le 5e pilier de l'islam. Après les pèlerins entièrement à la charge du gouvernement, c'était aux autres d'embarquer pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Ce 1er juillet à Yaoundé-Simalène, 560 fidèles ont rejoint la Mecque sans difficulté. Une simplification à mettre à l'actif de la Commission nationale du Hajj, pilotée par le ministre Paul Latangandji. Karel Mezatia-Choya et Michel Foucault ont assisté à ce départ. Ici, les étiquettes de bagages, là, des gilets identifiants, des kits mis à la disposition de ces pèlerins pour éviter tout égarement en Terre Sainte. Les encadreurs pilotent ce pont du Hajj 2022. Chaque pèlerin doit avoir 3 étiquettes comme ça, numéro 1, 2, 3, pour coller dans ces 3 colis et mettre son nom, numéro de téléphone, avec ça son bagage
ne va pas se perdre. Nous avons jusqu'à 19 groupes, de 1 à 19. Donc chaque numéro, c'est pour une bus. Ils ont aussi pensé aux babouches adaptées à la Mecque, ainsi qu'aux tenues à arborer à l'étape de sacralisation, les couleurs du 237 valorisées. Les pèlerins, quand ils partent là-bas, ils achètent les babouches de 10 rials là, et ça glisse. Chaque fois quand on part avec les pèlerins tombent dans les toilettes. Ces vents cassent les bras, cachent les pieds. Donc c'est pour ça que j'ai pris les chaussures ici fabriquées à Douala, Cameroun, avec des crampons. Ce n'est pas tout. Des documents contenant des récits et autres messages du tout-puissant Allah entrent également dans les affaires de ces 560 pèlerins, dont 453 du groupe Sama Voyage. C'est dire à quel point ils sont préparés à sacrifier à l'un des 5 piliers de l'islam, la prière pour la paix au Cameroun. En proie aux crises sécuritaires dans certaines régions, va meubler ce grand moment d'élévation spirituelle. On va prier pour la paix et la stabilité dans notre pays. On va prier pour les dirigeants de notre pays. Et on prie aussi pour tout le monde. Ils ont rallié la Mecque à bord du Boeing 747, ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, ce 1er juillet 2022. Ils vont rejoindre leurs frères et sœurs déjà en Terre Sainte, grâce à l'État qui, en plus d'avoir mobilisé 1 milliard de francs CFA pour le Hajj cette année, a facilité les procédures administratives aux pèlerins. Alimentation, consommation, marché, dans la page magazine de ce journal, la saison des pluies rime pour beaucoup avec consommation des safous. Passe à la braise, au bouilli, ils sont très prisés par les grands comme par les petits. Allons ce soir dans le Mungo à la découverte du plus grand marché de safous, suivant les pas d'Arnaud Devarionda et Luciano Giacu. À chaque fruit sa saison. À Loum, localité située dans le département du Mungo, région du littoral, la tradition est de mise pour une population bien comblée par les multiples délices et autres saveurs qu'offre la nature. Nous sommes ici au carrefour Bonken, où se tient le marché des prunes, encore appelé Safou depuis les années 80. Le marché de prunes de Bonken est le plus grand marché du monde, si je peux dire. Parce qu'on avait l'habitude de dire de l'Afrique centrale. Hier, nous avons travaillé la Belgique. Il y a un jeune qui est arrivé là hier, il avait besoin de quelques kilogrammes pour le Canada. Il y a de temps en temps beaucoup plus la France, le Gabon, le Congo, la Guinée. Parce que le Congo et la Guinée vont commencer d'un moment à l'autre. Ce marché qui ne connaît pas de jour férié attire de nombreux étrangers venus d'Afrique et d'Europe. Le marché de la prune, c'est tous les jours, de lundi à dimanche, mais en fonction de la demande, de l'importance de la demande. Éric Marcelin Akouma a fait de cette activité sa passion et son gagne-pain depuis plus de 20 ans. Après des années durant d'expérience, il réussit aujourd'hui à exporter les prunes hors de nos frontières. Un colis pouvant coûter entre 25 à 40 000 francs. Ce qui m'a motivé dans le marché des prunes, parce que je m'en sors, j'ai nourri ma famille, j'ai nourri tout, et j'ai grandi dans les prunes. Mon papa était planteur, et nous achetons les colis de prunes de 40 000, de 30 000 et de 25 000. Et comme dans tout secteur d'activité, tout n'est pas rose pour Eric. Des difficultés, il en rencontre. Les grosses prunes partent au Congo. Et c'est toujours dans le transport qu'on la paye. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Le transport d'abord coûte cher. Les véhicules, tout le monde veut manger dans la prune. Tout comme les oranges, les papayes ou encore les ananas, la prune fait partie des fruits qui font convoiter le département du Mungo par de nombreux visiteurs, surtout en cette période. Ouvrons à présent la page des sports de ce 19h50 avec la CAN Dames au Maroc. 11 challengers se lancent dès ce samedi pour tenter de succéder à l'ogre nigérian. Les Super Falcons, dans la peau de favoris, espèrent remporter un 4e sacre d'affilée. À Casablanca, les Lions du Cameroun entrent en jeu ce dimanche. Les contours de cette édition 2022 de la CAN féminine avec André Mirabeau-Mahom. Ce samedi, ouverture d'une nouvelle ère pour le football féminin sur le continent. Début de la première Coupe d'Afrique des Nations dames avec 12 nations en lice. Pendant 3 semaines, le Maroc sera la capitale du sport continental avec cette fête des dames en crampons. Il
la cérémonie annoncée des awards de la Confédération africaine de football. Balle d'ouverture à Rabat, Maroc, Burkina Faso, le Sénégal et l'Ouganda complètent la poule A. Les Super Falcons du Nigeria, vainqueurs des 3 éditions précédentes et ogres du football féminin, logent dans la poule C aux côtés de l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana. Les Lions indomptables, médaillés de bronze en 2018 au Ghana, ont changé d'entraîneur à 2 reprises entre-temps et modifié l'effectif de près de 60%. Le Cameroun affrontera dans la poule B la Zambie, son bourreau sur la route de Tokyo, la Tunisie et le novice Togo au stade Mohamed V de Casablanca. La bande à Gabriel Zabo sort de 4 matchs de préparation, 1 défaite, 2 victoires, 1 match nul et le rêve d'une première couronne continentale. Et pour la première fois de l'histoire, la Coupe d'Afrique des Nations féminines octroie 4 tickets pour le prochain mondial. Il suffit d'accéder en demi-finale pour s'offrir le précieux sésame. Toujours en football, play-off pour le titre de champion du Cameroun dans la ville de Garoua. Ce sera Eding Sport face à Coton Sport de Garoua. Retour sur la journée d'hier avec Eric Ngele et Aïssatou Bouba. Le public de Garoua a répondu présent au stade Rumdeadja. Le second match a tenu ce public en haleine. 0 but partout jusqu'à la mi-temps. À la reprise, le capitaine de Coton Sport, Maro Souaibou, trouve la faille à la 47e minute. Coton Sport mène 1-0. 74e minute, le même Souaibou, du milieu de terrain, l'aube le gardien de Astre, sorti de sa cage. À la fin de la rencontre, Souaibou Marou est élu homme du match. Travail qui fait, nous avons essayé de travailler avec le coach. Et voilà, nous avons eu à discuter au vestiaire, nous avons 2 paliers à traverser. Et voilà, nous avons eu à traverser un restaurant. Et on sait que bon, les matchs ne se ressemblent pas. Nous allons continuer à travailler avec le coach, garder la tête haute. Je pense que nous allons remporter cette finale. Là, nous sommes très heureux d'avoir passé cette étape-là. Et bon, je pense que le mérite, c'est pour ces joueurs qui se sont battus. C'est vrai que quand on a un joueur de la trempe de Souaibou, on ne peut être que heureux de cette qualification. Coton Sport se qualifie pour la finale. Les Verts et Blancs rejoignent Eding Sport de la Lekik. Eding Sport contre Coton Sport, c'est l'affiche de la finale ce dimanche. Maintenant, la deuxième rencontre qui opposait Coton Sport et Astre de Douala, on a vu des enchaînements de part et d'autre. On a vu une rencontre de très haute facture. On a vu une équipe de Coton qui voulait gagner et qui est dans son registre. Il faut le dire. C'est une équipe habituée des compétitions. Et là, ce soir, elle a encore démontré qu'elle peut représenter le Cameroun dans les compétitions africaines. Les playoffs prévoient d'autres matchs à confrontation directe. Gazelle FA, l'autre club de Garoua, va chercher une place également pour la finale. On les lit tout. L'actualité dans le reste du monde à présent. Le Mali présente enfin un calendrier électoral après les sanctions de la CEDEAO. Pendant ce temps, au Burkina Faso, un pont dynamité freine l'activité économique dans la ville. Escalmonde porte la signature ce soir de Lil Piedjou et Calvin Tekam. C'est impossible d'aller à Dori, déplore Mounini Sawadogo, un chauffeur de minibus de la capitale burkinabé, alors que des hommes armés ont dynamité un pont la veille à Naré, localité située entre Kaya et Dori, sur l'un des principaux axes routiers reliant Ouagadougou au nord du Burkina, accentuant un blocus déjà en cours sur d'autres tronçons. Les passagers, ceux qui voulaient quitter Ouaga, Kaya, dans tous les pays pour rejoindre à Dori, aller travailler. Bon, pour eux, tout s'est arrêté. Même avec les marchandises, il y a des gens qui sont quittés à Dori, venus ici payer des marchandises pour aller vendre là-bas. Pour eux aussi, c'est arrêté. Ils vont faire comment pour passer? S'il n'y a pas la voie, vous-même voyez que dans un pays, le développement d'un pays, ça passe par la voie, premièrement. Mais s'il n'y a pas la voie, ils vont faire comment pour passer? Bon, c'est impossible d'aller à Dori. Bon, c'est à cause du pont là. Donc, mais nous aussi, on a entendu que ce sont des amis qui sont venus gâter le pont. Donc, c'est impossible d'aller à Dori à cause du pont là. Pour les voyageurs souhaitant se rendre dans le nord du pays, tout s'est arrêté.
La cérémonie d'élimination des restes de l'ex-premier ministre Patrice Lumumba se déroule à Kinshasa en présence de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Cette cérémonie est la fin d'un pèlerinage de 9 jours qui a retracé les temps forts de la vie de Patrice Lumumba en République démocratique du Congo. Vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. C'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. Le vice-président du Kenya, William Ruto, lance son manifeste électoral en vue des élections du 9 août. Il déclare que le modèle économique du ruissellement a échoué et propose de nouvelles solutions pour relancer l'économie du pays. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un modèle économique inclusif et créateur d'emplois consiste à investir le capital limité disponible là où il crée le plus d'emplois, c'est-à-dire au bas de la pyramide. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion que le modèle économique ascendant était le plus optimal pour tous nos secteurs productifs. Sur la chaîne nationale, le porte-parole du gouvernement malien annonce la mise en place d'un calendrier électoral et la transition à 3 jours d'un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier pour sanctionner le gouvernement de transition en place. Concernant le chronogramme du référendum constitutionnel et des élections. Pour le référendum constitutionnel, la date retenue est le dimanche 19 mars 2023. Pour l'élection des conseils des collectivités territoriales, conseils communaux, conseils de cercle, conseils de région et du district, la date retenue, c'est le dimanche 25 juin 2023. Pour les élections législatives, le premier tour, c'est le dimanche 29 octobre 2023. Toujours pour les élections législatives, le second tour, ce sera le dimanche 19 novembre 2023. Et enfin, pour l'élection du président de la République, le premier tour, c'est le dimanche 4 février 2024. Et le second tour, c'est le dimanche 19 février 2024. Je voudrais ici rappeler que les versions détaillées des différents chronogrammes seront publiées, vulgarisées et expliquées à l'endroit de notre opinion nationale et de l'opinion internationale. Mesdames, Messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité au Cameroun et dans le monde. Merci d'avoir suivi cette autre édition du 19h50 sur Canal 2 International. Merci de rester fidèles à nos programmes qui se poursuivent. Dès lundi prochain, retrouvez à la présentation de votre 19h50 Alain Ghislain Kanga. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de Canal 2 International. Je vous souhaite un excellent week-end.